Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Béatrice Touré, une dame courageuse qui a vécu l'extrême douleur de l'excision. Pourtant, au-delà de cette douleur, Béatrice incarne l'espoir et la résilience. Grâce à une intervention chirurgicale de la restauration, elle a retrouvé une nouvelle qualité de vie et souhaite partager avec nous aujourd'hui son expérience. Bonjour Béatrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Fofana, plutôt à vous le remercier de me donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est tabou pour certains, pas tabou pour d'autres, mais il faut qu'on en parle. Dites-nous, à quel âge avez-vous subi l'excision et c'était dans quel contexte? L'excision, je l'ai subie à l'âge de 9 ans. Permettez-moi de ne pas donner l'année, c'est à l'âge de 9 ans. Voilà. Et contexte, en termes de contexte, voilà, chez nous, ici dans le lycée, chez nous c'est la tradition en fait. Voilà, je pense que c'est sur les fils de la tradition, de la coutume. Et on ne peut vraiment désobéir aux parents en fait qu'il s'agit des traditions. À cette époque-là, comment vous avez vécu ça? Quelles étaient vos émotions, les sentiments que vous avez ressentis? C'est un jour qui reste inoubliable, fait, quel que soit quoi qu'on fasse au fait. J'avais 9 ans, j'étais encore un peu plus jeune, voilà, donc je ne comprenais rien en fait. Avec ma grande soeur qui avait 12 ans à ce moment, elle était un peu, mais je pense elle savait de quoi il s'agissait, mais moi je ne savais pas. Voilà, je me rappelle juste que les parents nous ont dit non, on va devenir voilà, de belles femmes, nous sommes déjà belles, mais pour devenir comme elle, il fallait vraiment qu'on passe vraiment par cela en fait. Le matin, on s'est réveillé pour la première fois. D'habitude, quand on se réveille, la maman, voilà, on prend le bain, on nous porte la robe, tranquillement, on va jouer. Mais ce jour était un peu unique parce que lorsqu'on s'est réveillé, on nous a lavé, on a pris notre petit déjeuner. Et ma grande soeur, on était 3 filles, et ma grande soeur, moi, et puis notre fille Lobby. Voilà, on nous a porté, on nous a mis des pains là, au cou, un peu comme à la traditionnelle. Là. Voilà, j'ai dit, mais maman, pourquoi tu ne me portes pas la robe? Elle dit, non, t'inquiète, on va faire un petit tour tout à l'heure, et puis bon, voilà, après ça, tu as porté ta robe. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et désolé, hein. Ça me rappelle tellement des choses que voilà. C'est tout à fait normal. Voilà, donc c'est ainsi que c'est ma maman seulement que je voyais. Après, elle est venue chercher ma grande soeur. Elles sont rentrées là dans un couloir. Quelques temps après, j'ai vu ma grande soeur qui revenait là, mais pas avec la même démarche avec laquelle elle était rentrée. Voilà. Mais elle avait l'air un peu triste, mais j'avais l'impression qu'on lui avait dit de ne pas pleurer pour ne pas me faire pleurer. Voilà, donc je lui demandais, mais maman, ma grande soeur était tout pour moi, père son nom également. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Elle dit, non, je ne pleure pas. Il dit, mais il y a quoi là-bas? Il dit, mais si tu pleures, moi je ne vais pas là-bas. Maman dit, non, calme-toi. Mais là, c'est pas maman, parce que maman n'allait pas avoir le courage de venir me chercher au fait. C'est une dame qui vient me chercher au fait. Lorsqu'elles m'ont tenue, c'était. Et quand ils sont rentrés, mais j'ai vu déjà même cette dame avec le truc en main, c'était. Voilà, tout ce que je pouvais faire, c'est de pleurer. C'est de pleurer. Avant même qu'on me touche, je pleurais parce que je savais qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Jusqu'à ce que j'entends juste ce bruit-là, avec ce tour tranchant. Ça reste la gravure, quel que soit le temps qui passe, ça reste gravé. Et puis bon, voilà. C'est difficile, que des mauvais souvenirs. À cette époque, quelle a été la conséquence sur votre santé physique et psychologique? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de traumatisme. Vous n'arrivez pas à oublier la douleur. Vous n'arrivez pas à oublier les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. La douleur, on a mal, après ça passe au fait. Vous comprenez un peu? Il y a la douleur, à part la douleur, on te dit non, ne pleure pas, tu es devenue femme. Parce que c'est ce qu'on nous a dit auparavant, tu es devenue femme, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on prend de l'âge. Et quand on commence à fréquenter maintenant nos camarades, mais moi spécialement tout a commencé quand j'étais en seconde de fait. Voilà, j'ai mon PPC là, je viens là au lycée Mami Adjoa où j'ai été orientée pour faire ma seconde. Et là j'arrive là, nous sommes entre nous les filles au fait. Nous sommes entre nous les filles. Et par moments, en dehors des études hautes, il y a des moments quand même, c'est vrai que nous étions encore des adolescents, mais il y a quand même par moments, en fait, entre nous, on parle de sexe, au fait. Et là, je me rends compte que on n'a pas les mêmes, au fait, manières de parler, au fait, du sexe, au fait. Voilà, elles en parlent de manière libre. Et quand elles en parlent, je dis, mais attends, est-ce qu'on parle là de la même chose, au fait? Donc c'est là, en fait, que j'ai commencé, franchement, à avoir mal, psychologiquement. Je dirais que l'état psychologique a commencé à agir un peu sur mon état physique. Parce que là, je me sentais vraiment inférieure. Malgré ma joie de vivre, je me sentais vraiment inférieure en fait. Donc c'est pour dire que autant que physiquement, j'avais souvent mal de m'affirmer et en même temps psychologiquement, entre les 4 murs, j'avais vraiment très mal. Je me posais des questions. Et bon, écoute, à qui poser les questions, à qui demander au fait.
c'était un peu compliqué. C'était C'était un combat difficile. personnel, donc voilà, j'ai pris ça comme ça. C'était difficile à vous entendre parler. Jusqu'à aujourd'hui, vous revivez la scène comme si c'était hier parce que c'est un traumatisme à vie. Oui. À quel moment vous avez pris la décision de faire la chirurgie réparatrice? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a le plus motivé d'abord, après tout ce moment de questions, après tout ce moment de questions sans réponse et tout ça, j'ai rencontré une sœur à moi, une aînée. Elle ne m'a pas demandé si j'avais été victime ou pas. Elle m'a dit clairement qu'elle était victime de ça. Elle m'en a parlé un peu. Et elle m'a dit aujourd'hui, grâce à la médecine, en fait, elle a été restaurée. J'ai dit, waouh, c'est là que tout a commencé. Je pense que c'est là que le déclic a commencé. Vous ne saviez pas avant que la restauration existait? Non, non, je ne savais pas. Et c'est par elle que je l'ai su automatiquement. Et quand elle m'a dit, il faut dire que ça m'a fait revivre encore ce traumatisme-là. Mais savoir que déjà il y a un espoir, moi qui disais que c'est mon destin, il fallait faire avec, c'était franchement la joie pour moi. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est là que vous décidez de faire la restauration? Je n'ai pas décidé automatiquement. On s'est dit, est-ce qu'on ne va pas aller subir encore la même chose? Donc il y avait cette peur, il fallait que je lutte contre cette peur, afin de pouvoir me préparer psychologiquement. Et je dirais c'est pratiquement 5 à 6 ans après que j'ai décidé de le faire. Après 6 ans d'avoir accepté psychologiquement de passer à cette étape de restauration, comment est-ce que l'intervention s'est passée? Pendant ces 6 ans déjà, en un mot, quand je rentre à la maison, je me dis, mais attends, j'ai pensé que ce n'était pas possible. Et là, aujourd'hui, on me dit non, c'est possible. Mais attends, là, je me regarde, je me dis, mais il y a un espoir. Mais est-ce que je suis prête vraiment? Personne ne m'a obligé, mais j'ai pris sur moi. Et il fallait vraiment que je mette fin carrément à la confrontation entre mon état psychologique et mon état physique. Parce que vraiment, j'en avais marre. Après cette restauration, comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce que ça a affecté votre qualité de vie? Qu'est-ce que ça a changé? Au-delà même de la qualité de vie. Oui, au-delà de la qualité de vie. Aujourd'hui, je me sens, je ne dis pas que mes sœurs qui ont été victimes ne sont pas femmes, mais je me sens plus que femme aujourd'hui. Cette confiance en moi, ça a restauré beaucoup de choses en fait, qui étaient enfuies en moi. Ça a restauré ma détermination et cette lumière, cette assurance au fait. Je n'ai peur de rien. Comme je le disais avant-hier à une de mes amies, je dis mais aujourd'hui je tiens comme la télécommande de ma vie. Voilà, je tiens quand je veux, j'allume comme je veux. Et puis je marche au fait avec assurance sans avoir peur. Voilà. Et sur le plan psychologique, voilà, ça va très bien. Voilà, psychologiquement, vous êtes libéré. Ouais, libéré. La restauration vous a ouvert l'esprit. De moi, cette femme aujourd'hui, vraiment, ça a développé en moi mon charisme, au fait, ma manière de parler. Quand je parle, moi, mon cœur ne bat pas. Vous n'avez plus peur non, de vous affirmer, vous n'avez plus peur de vous exprimer. Aujourd'hui, vous faites partie d'une ONG qui fait la promotion de la restauration du clitoris. Selon vous, comment est-ce que la société peut aider les femmes qui ont subi l'excision à mieux se sentir? Merci beaucoup déjà pour cette question. Voilà. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis le point focal de cette ONG, l'ONG Abbé Fèvre, voilà, qui est l'ONG, l'association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision. Moi, grâce à cette ONG aujourd'hui, je me tiens devant vous pour parler. Et je dis, grâce à cette ONG aujourd'hui, je m'affirme au fait. Je m'affirme. Donc pour moi, l'ONG Abbé Fèvre, vraiment, c'est la lumière. Alors ce qu'on peut demander à l'État aujourd'hui, c'est de pouvoir aider ces femmes excisées-là jusqu'à la restauration, les prises en charge surtout. Les prises en charge. L'ONG Abbé Fèvre mène un combat noble. La femme, c'est la lumière du monde. Nous avons tous besoin vraiment de retrouver cette lumière, au fait. De faire sortir, de permettre à ces femmes-là de pouvoir connaître la joie de la restauration. Et pour cela, moi, je dirais vraiment que l'État doit prendre en charge, doit faire vraiment la prise en charge de ces femmes-là. Les femmes qui sont encore victimes, qui n'ont pas encore connu cette restauration, mais qui en souffrent encore. Aujourd'hui, quel est ton message? Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est pas fini, c'est maintenant ça commence au fait, parce qu'on a la possibilité, grâce à l'évolution de la médecine, de faire la restauration. Nous sommes là. Dans l'ONG, il y a des coachs personnels qui sont là, pour le développement personnel, il y a des scolaires qui sont là. Et moi, je suis vraiment, je dirais, disponible, tout comme chaque membre de l'ONG, disponible pour les écouter à tout moment, quelle que soit l'heure. Selon vous, c'est un sujet encore tabou dans la société? C'est compliqué au fait. Très compliqué. Si moi, je n'ai pas subi la restauration, je ne pense pas que j'aurais le courage d'en parler. Parce que, d'abord, le fait d'en parler, on se souvient de cette douleur. Et le fait d'en parler, on a peur d'être marginalisé par la société. On a peur d'être marginalisé par les hommes, on a peur d'être marginalisé par même nos sœurs qui n'ont pas connu ça.
c'est compliqué. Donc finalement, on décide de rester là seul dans notre coquille pour combattre. Mais combattre comment? On ne peut pas combattre seul au fait. Donc c'est une douleur, une souffrance perpétuelle et c'est un traumatisme au fait perpétuel. Vous venez de suivre le témoignage de Béatrice Touré, une femme qui a vécu l'extrême douleur de l'excision. Son témoignage est une véritable leçon de force, de courage, de guérison, mais surtout de possibilité de reconstruire sa vie après une épreuve aussi traumatisante. C'est l'occasion pour nous d'appeler le gouvernement, les organisations de défense des droits de la femme à renforcer la lutte à l'égard des MJF, les mutilations génitales féminines dont le taux de prévalence est estimé à 37% en Côte d'Ivoire. Que la tolérance zéro soit appliquée dans toute sa rigueur. Merci Béatrice, merci. Merci beaucoup.